Je vais relever le défi, effectivement, après les deux présentations qu'on a eues, de vous parler de choses assez pragmatiques. On a essayé de ne pas être dogmatique chez Dalkia autour de la culture client, cœur de l'excellence relationnelle. Et je vais commencer par vous présenter un peu qui est Dalkia, parce qu'on n'est pas forcément très connu. Alors, il faudrait que je récupère... Non, dans la poche gauche. Sinon, diapo suivante. Ça marche aussi, Alexa, diapo suivante. Merci. Notre métier, c'est de créer du confort. Créer du confort dans les bâtiments que nos clients nous confient, puisqu'on est en charge des utilités. Donc le confort, c'est la température qu'il fait. Est-ce qu'on a la bonne température? C'est l'hygrométrie, c'est la qualité d'air. On intervient également sur des territoires. On est dans des villes, on a des municipalités qui sont nos clients et on s'occupe du confort dans des bâtiments communaux. On est également présent dans des hôpitaux, on est présent chez des industriels. Alors chez l'industriel, c'est peut-être un peu moins du confort, mais moi j'ai coutume de dire que pour nos clients, on vend de la sérénité. Parce que si je suis chef de production chez Knorr et que je fabrique des litres de soupe, je suis bien content quand j'arrive le matin de savoir que les utilités sont là. Je vais pouvoir démarrer ma ligne de production sans me soucier de savoir si les utilités dont s'occupe le partenaire Dalkia sont présentes. Donc on vend du confort, de la sérénité. Et puis sur un territoire, on fait en sorte de réconcilier écologie et économie. On produit de la distribution de chaleur avec des réseaux de chaleur et quelquefois on va voir des clients industriels, non pas en leur disant j'ai des choses à vous vendre, mais en leur disant on a peut-être des choses à vous acheter. Et ce qu'on a acheté à des industriels, ça peut être par exemple de la chaleur fatale. Et on récupère de la chaleur fatale dans des data centers, chez des gros industriels, de l'automobile, pour la réinjecter dans des réseaux de façon à ce qu'on ait une chaleur vertueuse. Et du coup, ça me permet de travailler avec passion. J'adore mon métier parce que quand je me lève le matin, je me dis je vais contribuer modestement à ce que finalement écologie et économie se réconcilient et qu'on prenne soin. Il faut passer de l'ère de la production à l'ère de la protection. Le sens du service, c'est aussi le sens du soin, le soin de l'autre. Et prendre soin du petit bocal dans lequel on est tous enfermés, dans lequel on est sûr qu'on ne peut pas sortir, même si certains nous disent on ira sur Mars. J'y crois pas trop, en tout cas moi je reste. Vous, je ne sais pas. Moi je reste et je dis si on peut faire en sorte que le bocal reste propre, ce sera plutôt pas mal. Donc voilà nos clients et ce que nous faisons pour nos clients, donc c'est on leur vend du confort, on leur vend de la sérénité. La répartition par segment n'a pas grande importance, c'est relativement bien distribué, beaucoup pour l'industrie puisque notamment, effectivement, ça représente un chiffre d'affaires, des chiffres d'affaires importants. Un point quand même que je souhaite manifester, c'est qu'on a revu notre référentiel sur lequel on construit nos outils informatiques et on a arrêté de parler de clients. Alors pourquoi pourtant, esprit de service, on a bien des clients? Non, on parle de partenaires. Parce que quand je disais tout à l'heure que finalement on a des industriels auxquels on achète de la chaleur, est-ce qu'il est client ou est-ce qu'il est fournisseur? Et donc du coup maintenant on a décidé de devenir partenaire parce que le monde de l'énergie, la transition énergétique qui est devant nous, va nous amener à avoir une rupture complète des relations avec ces partenaires, notamment parce qu'aujourd'hui on a des choses assez simples, on a des endroits où on produit des énergies, on les extrait du sol, on les produit dans des centrales nucléaires ou thermiques et on les distribue vers des gens qui sont quasi systématiquement des consommateurs. Demain, nos partenaires seront alternativement producteurs, consommateurs, stockeurs, parce qu'on aura des bâtiments à énergie positive et si aujourd'hui j'ai un bâtiment dont j'ai la certitude qu'il consomme, a fortiori si c'est une passoire thermique, demain j'ai un bâtiment qui du coup alternativement va être dans une relation à l'énergie qui va être différente et nous avons donc l'impérieuse nécessité d'être en phase avec nos clients. Qui va consommer quoi à quel moment, qui va produire quoi à quel moment, qui pourra stocker ou pas stocker. Et avec des notions aussi très intéressantes en termes d'usage, c'est que la transition du travail qui est devant nous aussi nous amène à avoir des partenaires dans le tertiaire qui nous disent mais les surfaces de bureau que j'avais hier, dans lesquelles je savais que pour 100 salariés j'avais 100 postes, demain pour 100 salariés j'aurai 70 postes, et puis ils vont faire du télétravail, et puis on aura une rupture des temps et des espaces, les gens vont travailler parce qu'on va faire un hackathon pendant le week-end, on aura du 24/7 sur des périodes courtes, puis des grands moments où il n'y aura personne. Et finalement, il faudra aussi qu'on soit un partenaire de nos clients pour les aider à occuper les bâtiments de façon vertueuse. Donc on a besoin d'être en relation avec nos clients de plus en plus pour réussir notre métier de demain. La transition énergétique qui est devant nous va s'accompagner avec la transition numérique. On ne pourra pas faire de l'intelligence énergétique sans
avoir des données qui vont nous permettre de mieux comprendre, de mieux prédire, mieux anticiper. Et il faudra aussi qu'on soit très en phase avec nos clients. Et nos clients eux-mêmes évoluent. Ils évoluent dans leur comportement, ils évoluent dans leur façon de faire, ils évoluent dans la compréhension qu'ils ont de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Et moi j'ai coutume de dire qu'en fait on fait face à une inversion de la présomption d'incompétence. Avant on arrivait, on était les sachants, on nous disait bah, écoutez faites. Maintenant on a des clients qui ont plein d'informations. Alors c'est comme certains médecins, hein, vous le vivez peut-être Jacques, mais il y a des médecins qui ne voient plus arriver effectivement des personnes avec des symptômes, ils voient arriver en fait des malades avec des pathologies. Et donc quelquefois faire de la pédagogie aussi auprès de nos clients parce qu'ils ont peut-être mal compris, mal interprété. Et donc il faut qu'on se mette en capacité là aussi d'être en empathie, en phase avec le client. Mais dans certains cas, potentiellement, il en sait plus que nous. Il a bossé un sujet parce qu'il est passionné d'un sujet. Et là, en l'occurrence, il faut qu'on soit en capacité d'arriver, d'interagir. Et donc, le plus, c'est plus une réponse personnelle, c'est une réponse collective. L'intelligence de l'entreprise est supérieure à l'intelligence du collègue client, partenaire avec lequel on interagit. Mais individuellement, il faut que, parce qu'on se connaît, on accepte ses limites et qu'éventuellement on soit capable de dire, bah, écoutez, sur ce sujet, vous en savez plus que nous. Mais du coup, ça veut dire qu'on soit en capacité, là aussi, de changer de posture à titre personnel. Donc, nos clients évoluent et une attente particulière sur laquelle nos clients ont complètement changé et que j'illustre avec cette photo, c'est qu'avant, nos clients souhaitaient que nous soyons invisibles. Ils nous confient des installations techniques, on va dans des chaufferies, on est une entreprise de service, mais le service s'entendait service au bâtiment, service à la chaudière, service au matériel technique pour que ça fonctionne. Et la question qu'on se posait régulièrement, c'est mais est-ce que ça fonctionne ? Et maintenant, la question qu'on doit se poser n'est plus celle-là, c'est plus la question de savoir si ça fonctionne, c'est la question de savoir si le client est satisfait, notamment parce qu'il a augmenté en termes d'exigence. Il ne veut plus que nous soyons invisibles, il veut que nous soyons transparents. Et la transparence, ça veut dire qu'il faut à tout moment dire ce que l'on a fait, ce que l'on a prévu, de quelle façon, à quel moment. Et globalement, les personnes qui travaillent chez nous, qui répondaient aux attentes clients dans le contexte de l'invisibilité, ont fait le constat que c'était compliqué pour elles, ces personnes-là, de se mettre en relation. Moi, mon métier, c'est d'être technicien, je répare une chaudière, aller expliquer, raconter à un client dont je ne connais pas forcément d'ailleurs les codes, avec lesquels je ne vais pas forcément me sentir à l'aise pour échanger, pour partager, pour expliquer, eh ben c'est compliqué pour moi. Il faut que je complète du coup mes compétences avec des compétences relationnelles qui deviennent nécessaires parce que si je veux que le client soit satisfait, il faut que je comprenne que l'impérieuse nécessité de la transparence oblige à changer en interne. Et nos clients nous disent qu'il y a 3 leviers sur lequel ils souhaitent que nous nous améliorons, de façon à parfaire leur expérience. Tu disais, Maryse, qu'un certain nombre de clients considèrent que leur expérience n'est pas au niveau attendu. Et le premier sujet sur lequel les clients nous disent qu'il faut que nous progressions, c'est la capacité d'écoute. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre en capacité de se taire, ça veut dire qu'il faut se mettre en capacité de comprendre le client dans ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas, de se mettre en phase et puis du coup après faire de la pédagogie. Mais en tout cas, première posture, comment se mettre en capacité d'écouter les clients pour vraiment comprendre ce qu'ils souhaitent nous faire passer comme message. Le deuxième sujet sur lequel le client nous attend, c'est le sujet du professionnalisme. Je l'expliciterai un petit peu plus tard, mais globalement, le professionnalisme, c'est à la fois bien faire ce que l'on a à faire en matière d'excellence opérationnelle, et c'est la base de la pyramide de l'esprit de service, mais c'est également ajouter la touche relationnelle. Il faut compléter donc l'excellence opérationnelle par l'excellence relationnelle. Et moi, je pense qu'une façon finalement de prendre ça en compte, c'est de se dire qu'il faut qu'à tout moment, il faut qu'on soit fier de dire ce que l'on a fait. D'abord parce que ça fait du bien à titre personnel, quand on se dit mais on finit sa journée en étant fier du travail accompli, c'est toujours agréable. Et du coup, fier de le partager. Donc n'hésitons pas à indiquer ce que l'on a fait, faisons-le savoir à nos clients. Le professionnalisme, c'est aussi montrer son savoir-faire, son savoir-être, avec ses excellences complémentaires à la fois opérationnelles et relationnelles. Et puis le dernier levier sur lequel nos clients souhaitent que nous nous améliorions, c'est la proactivité. On a
coutume assez facilement d'expliquer tout ce que l'on a fait, de raconter ce qui s'est passé en matière de panne, comment on a pu intervenir, comment on a dépanné, comment on a mis en œuvre un certain nombre d'opérations de maintenance. Mais là, en l'occurrence, nos clients nous disent « Oui, c'est super, mais quand je regarde la météo le soir, moi, ça m'intéresse pas de savoir le temps qu'il a fait hier. Ce que je veux, c'est savoir le temps qu'il fera demain. » Alors on dit « Oui, mais on n'a pas de boule de cristal. » Oui, peut-être. Mais nos clients acceptent qu'on se trompe, sous réserve qu'on ait posé les hypothèses et qu'on dit voilà, nous dans ces hypothèses on pense que, et que du coup on les accompagne, notamment sur des sujets qui les concernent aussi, puisqu'on souhaite accompagner nos clients dans la transition énergétique. On a des savoir-faire, des savoir-être, on a des compétences qui permettent de faire passer, je fais très simple, un client dont le parc immobilier a une étiquette comme les frigos très rouge, et s'il nous confie son patrimoine immobilier pendant une période assez longue, on est capable, par de l'investissement, partagé ou pas, on n'est pas capable, par de l'ingénierie, par du changement d'enveloppe, de moyens de transformation, de transformer son patrimoine immobilier d'une situation rouge à une étiquette A++, comme le frigo, ça consommera moins, ça consommera mieux, ce sera plus efficace et plus efficient. Et donc cette proactivité est absolument nécessaire pour que nous réussissions nos métiers. Et donc en fait Delca a 3 promesses de valeur sur le client qui sont illustrées. Alors ici effectivement ces visions un peu processus, alors un processus c'est pas très orienté client, mais pour créer la valeur client il faut qu'on ait quand même des processus qui soient établis, et globalement on intervient, et c'est ce qu'on voit au centre, dans les installations que nous confient nos clients, avec des profils différents, puisqu'on fait de la maintenance, on fait de la conduite, on fait du dépannage. On essaie de faire en sorte d'adapter les personnels en fonction des métiers concernés. C'est pas le même profil. On peut se sentir à l'aise pour faire du dépannage et pas à l'aise pour faire de la maintenance planifiée, ou inversement. Donc on a une grande attention à ça. Et puis cette promesse de valeur-là a été complétée par 2 promesses de valeur autour de la gestion d'un patrimoine et de la gestion de l'efficacité énergétique, de façon à ce qu'on puisse dire de façon fière à nos clients: on fera le bon geste technique au bon moment. On va gérer le patrimoine que vous nous confiez, on en prendra grand soin et on va le valoriser, et on va le faire de façon efficace, de façon à ce que les énergies consommées soient les bonnes au bon moment, dans une notion de vertu énergétique. Et ce qu'on a fait très récemment, et les fonctions qui m'ont été confiées chez Dalkia sont autour de ça, c'est de compléter ces promesses de valeur historiques par une 4e promesse de valeur qui est l'excellence relationnelle. Nous ne réussirons qu'à partir du moment où on aura interagi avec nos clients, on les aura mieux compris. Et c'est au-delà de nos clients, d'ailleurs, c'est les clients de nos clients, parce qu'on a encore une spécificité, c'est que globalement, les véritables bénéficiaires des prestations que nous réalisons ne sont pas nos clients. C'est pas celui qui signe le contrat, qui finalement au quotidien profite, bénéficie de ce que nous faisons, c'est un bénéficiaire que nous ne connaissons pas. Et globalement, 90% des gens qui nous appellent dans notre centre d'appel sont des inconnus pour nous. Donc il faut évidemment qu'on ait le sens de l'accueil, et à partir du moment où ils nous donnent une donnée, en général qui est l'adresse de la résidence dans laquelle ils logent, c'est plutôt des locataires qui nous appellent, il faut que nous soyons en capacité d'identifier le lieu, le contrat, les prestations nécessaires, et que nous mettions en œuvre le contexte de dépannage, si c'est un dépannage, ou de prise en compte en tout cas de la demande en ce qui concerne le client. Et donc en fait cette 4e promesse de valeur, elle s'inscrit dans tout ce que j'ai dit précédemment, à savoir que nous avons un métier qui change et qu'il faut qu'on intègre l'ensemble de ces éléments. Et donc on a mis en place des éléments structurants pour l'entreprise autour de ce qu'on a appelé la touche Dalkia, pour que chacun comprenne bien finalement ce qui est attendu de l'entreprise, mais que l'entreprise joue son rôle et livre aux salariés un certain nombre de clés pour leur faciliter la compréhension effectivement du chemin sur lequel il faut qu'ils aillent, sachant qu'on est dans un contexte où évidemment on est dans de la relation de service, donc le service se produit au moment où il se consomme, et que nous n'avons pas de script préétabli que doivent débiner ou débobiner nos techniciens, nos téléopérateurs ou tous les personnels en relation avec les clients. Et bien sûr que ça se fait dans l'intelligence de l'instant, mais quand même en donnant des clés pour faciliter, en essayant de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre d'automatismes qui se mettent en œuvre. Donc créer la touche Dalkia, la touche d'excellence relationnelle, c'est intégrer ces 3 leviers autour de l'écoute, du professionnalisme et de l'anticipation, avec des moyens à mettre en œuvre pour s'assurer qu'on recueille bien les besoins, qu'on matérialise le service rendu, et que l'anticipation, c'est finalement simplifier la vie du client par rapport à une problématique qu'il a, toujours dans la sphère de ce que nous maîtrisons, à savoir la vertu énergétique, mais lui apporter des solutions qui vont lui faciliter la vie.
Et donc on a décliné notre parcours en 7 étapes principales. Depuis un parcours d'information, j'ai un sujet énergétique, moi client, jusqu'à j'ai acheté un contrat, les prestations sont réalisées, si j'ai besoin de services après-vente, je sais qui contacter à quel moment. Il faut que je paye, moi je rêve d'avoir des clients heureux de payer. Quelquefois on dit que si moi quand j'achète quelque chose, si je suis content de ce que j'achète, finalement je ne plains pas l'argent que je sors, j'échange quelque chose qui n'a finalement pas de valeur, quelques chiffres sur un compte en banque, par quelque chose qui a de la valeur pour moi, un moment avec les gens que j'aime, un objet qui va me faire plaisir. Finalement, le paiement en soi n'est pas une difficulté si on comprend ce qu'on a en échange du paiement. Le je réclame, on y reviendra, et l'envie d'aller plus loin. Pourquoi le réclame, on y revient? Parce que c'était le premier sujet sur lequel on s'est rendu compte qu'il y avait des irritants forts de la part de nos clients, mais aussi des difficultés de la part de nos personnels à comprendre les réclamations. Et là, en l'occurrence, on a mis en place un programme dont la première brique, et je vais demander passer le petit film autour de ça, la première brique était l'acceptation de la réclamation par nos personnels. Et donc je vous propose, si vous pouvez lancer le premier film, la première campagne de communication interne, pour le coup, autour des réclamations. On a fait ça parce qu'on s'est rendu compte que finalement la majeure partie de nos personnels, c'est peut-être une histoire française, c'est peut-être une histoire d'éducation. En France, celui qui se trompe dans sa table de multiplication, on le met au piquet avec un bonnet d'âne, donc forcément il est cloué au pilori, donc il n'a pas forcément envie d'accepter de se tromper devant tout le monde. Et en l'occurrence, quand on est dans une situation où le client a des choses à nous dire, a fortiori s'il le dit avec un certain nombre d'émotions négatives, c'est pas forcément facile à recevoir et à accueillir, on pouvait avoir tendance à ne pas dire, ne pas remonter une réclamation, ne pas échanger, ne pas oser dire qu'on s'était trompé. Et donc le premier frein, en fait, était vraiment un frein interne. Donc on avait besoin de travailler finalement cette acceptation de l'autre, en donnant peut-être aussi des clés pour aider celui qui prend l'émotion négative du client à l'évacuer. Bien sûr, il prend en direct un certain nombre de choses, mais c'est pas lui en tant que personne qui est concerné, c'est l'entreprise. Faire en sorte aussi de faire comprendre à nos salariés que on les soutient s'il y a des choses, et c'est arrivé que certains clients puissent dépasser les bornes. On a accompagné nos techniciens, on a demandé des excuses publiques du client, qu'il a faites. Donc ça veut dire que tout n'est pas autorisé, on a des valeurs. Si le client est en dehors des valeurs que nous défendons, nos salariés savent qu'ils peuvent compter sur nous pour les accompagner. Même si on comprend l'émotion, même si on comprend que quand on a un nœud qui s'est noué parce que quelque chose ne s'est pas bien passé, ça arrive, ça nous arrive aussi, on peut accepter les émotions et on fait en sorte que nos clients les canalisent s'ils en ont, et en tout cas nos personnels les accueillent. Si on peut revenir sur le diaporama éventuellement, et j'introduirai le deuxième petit film juste après. Donc nous étions sur la diapo de la moufle, absolument. Donc on a souhaité faire ça, donc une campagne de promotion évidemment accompagner les salariés, on y reviendra, avec tout un programme de formation autour de tout ça. L'objectif effectivement c'était d'être en capacité de dire à nos clients que
que ce soit qu'ils ont à nous dire, on va l'accueillir, on va le prendre en compte et on va faire en sorte de répondre à leurs questions de la façon la plus pertinente possible. Et ça nous a amené à faire du coup un deuxième film qui est posté sur YouTube. Il n'est pas encore devenu suffisamment viral à mon sens, mais si vous pouviez y contribuer, je vous en remercie par avance. Et donc c'est un film Réclamez-nous qui se mettait dans la continuité de sa communication interne. Chic, une réclamation, je peux montrer ce que je sais faire. Et du coup, une promesse qu'on fait à nos clients, réclamez-nous, vous le valez bien, et en tout cas on saura accueillir vos réclamations. Et donc là c'est le deuxième film, s'il vous plaît. Dalkia présente Réclamez-nous. On a tous été dans une situation dans laquelle un service auquel on a souscrit ne fonctionne pas ou mal. On est d'accord, ça énerve, mais ça arrive. Mais ce qui énerve le plus, c'est quand on n'est pas écouté, compris ou entendu. Et là, toutes les situations sont possibles. On ne sait pas qui contacter et forcément, on est baladé de service en service. Oui, bonjour. Notre interlocuteur est absent et bien sûr, personne à qui s'adresser. Quelqu'un nous dit qu'on va nous répondre, mais on ne sait ni qui ni quand. On nous promet une intervention dans les meilleurs délais et ces meilleurs délais se transforment en jours, en semaines. Au bout du compte, on n'a plus confiance, alors on le fait savoir autour de nous. Et quand ça ne va vraiment plus, on finit par aller voir ailleurs. Moi, je suis cliente de Dalkia. Et Dalkia a pris une série d'engagements envers nous, ses clients. La mise à disposition d'un espace service client sur le site internet. Un numéro de téléphone et un mail dédiés pour toutes nos demandes ou nos réclamations. Des délais annoncés pour la prise en charge et la résolution des problèmes. Une information régulière sur le suivi des dossiers. Avec Dalkia, je suis écoutée et entendue. Donc on peut revenir sur la présentation. L'objectif, comme je l'ai dit, c'était bien de remettre le client au centre, de devenir de plus en plus centré client. La centricité client était un axe de progrès. Société de services, nous le sommes depuis 80 ans. Les services chez nous, c'est services au bâtiment, services à la transformation énergétique, services techniques. Ça fonctionne et on était content. Il faut qu'on passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la satisfaction client. C'est ça l'important. Et donc on voulait aussi matérialiser par cette communication à destination de nos clients, enfoncer le clou en interne pour montrer que finalement on a une vraie promesse qu'il faut que nous soyons capables de faire à nos clients. Et alors ça nécessite quoi pour tenir cette promesse ? Ça nécessite une culture client et donc on travaille vraiment à la culture client. La culture service est acquise chez Dalkia depuis 80 ans. Ça fait 80 ans qu'on a des clients, pour certains d'ailleurs depuis 80 ans. Mais la culture client, c'est des postures relationnelles. Et là, en l'occurrence, c'est favoriser l'intelligence collective. Parce que globalement, on fait le constat que nos personnels ne se parlaient pas suffisamment, n'étaient peut-être pas suffisamment en capacité d'interagir de façon positive. Et donc là aussi, le programme qu'on a mis en place permet justement de dégager cette intelligence collective. Ça permet aussi de favoriser du coup les échanges. On réussit ensemble à produire ce que nous avons à produire. C'est du coup une entreprise qui s'engage. Mais pour y arriver, il faut communiquer et échanger, y compris sur qui est le client, ce qu'il pense. Et donc on a promu ce qu'on a appelé les cafés clients, c'est qu'on ne cherche pas une réunion supplémentaire sur laquelle on va brainstormer autour du client, c'est qu'on est vraiment dans l'instantanéité, dans l'échange, on partage une information, une actualité, de façon à ce que chacun ait les éléments qui lui permettent de comprendre une situation vis-à-vis d'un client. Si je suis un commercial, c'est quand même pas inintéressant que je sache qu'il y a un délai de paiement qui n'a pas été respecté par mon client pour une raison X ou Y et que on lui a peut-être envoyé un courrier de relance sympathique mais un peu ferme.
Et si j'arrive avec une proposition sans savoir que finalement le service recouvrement a envoyé quelque chose de client, forcément je vais arriver un peu comme un chien dans un jeu de quilles, au moins en décalage par rapport à ma finalité. Donc on a besoin effectivement de ces échanges que nous avons favorisés. Et c'est là qu'on a mis en place donc tout un programme autour de la culture client que nous avons appelé Parlons Client, donc un programme de transformation avec une ambition qui est l'accroche de Dalkia, proche de vous par tous les temps, le temps qu'il fait, le temps qui passe. On est climato-sensible évidemment, mais cette proximité, elle doit s'entendre pas uniquement géographique, c'est cette proximité d'empathie dont on parlait tout à l'heure. Il faut être capable de connaître les clients et donc avec la promesse de mettre en œuvre la touche Dalkia autour des 3 leviers que j'ai évoqués déjà, donc l'écoute, le professionnalisme et la proactivité. Ça s'est décliné donc du coup sur un certain nombre de propositions, des propositions autour de postures individuelles qu'on a repris ici avec l'acronyme RESPIRE, autour du recueil d'informations, du fait qu'on représente Dalkia et que donc du coup quand même on a quand même un rôle à jouer, une posture à tenir, les capacités d'établir la relation, l'écoute active, vous le lisez comme moi, l'information aussi, le fait de rendre compte, le fait d'être en capacité de rassurer le client avec pédagogie, de comprendre ce qu'il comprend et en creux comprendre ce qu'il ne comprend pas. Et puis être en capacité de s'engager, c'est là aussi quelque chose de compliqué. Je m'engage sur une date, sur un délai. Donc un certain nombre de postures individuelles et puis un certain nombre de postures collectives. On a parlé de cette capacité à mettre en œuvre l'intelligence collective, bien comprendre comment on agit collectivement. Le fait d'informer tout le monde tout le temps, si j'ai une information, ce n'est pas un pouvoir que je garde pour moi-même, mais c'est le fait de la partager avec les autres qui va nous permettre de réussir collectivement. Et puis réussir à coopérer, a fortiori quand il peut y avoir des tensions au sein de l'équipe. Quand bien même il y a des tensions, il faut qu'on soit en capacité de les dépasser. Et donc on a proposé tout un programme basé sur des petits films un peu décalés, avec un certain nombre d'éléments clés qui permettent au manager, c'est animé par le manager vis-à-vis de ses équipes, ça concerne l'ensemble des équipes, toutes filières confondues, la facturation, le technique, le commercial, pour que le manager puisse animer ces éléments-là autour de ces premières briques qui constituent donc cette touche Dalkia. Et l'objectif est clair, c'est que on veut qu'en permanence, nos clients se rendent compte que finalement ils ont choisi le bon partenaire. On veut créer cet effet waouh et on sera fiers le jour où nos clients parleront de nous à leurs propres clients et qu'ils en feront finalement un élément différenciant. Venez dans mes bureaux plutôt que les bureaux concurrents, parce que le confort chez nous est assuré par Dalkia. Ce sera une grande fierté. Voilà.